Monsieur Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe La France Insoumise, une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à Madame Clémentine Autain. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État, mes chers collègues, je voudrais d'abord vous faire part d'une certaine stupéfaction à l'idée que la grande cause du quinquennat, qu'incarnerait cette loi contre les violences faites aux femmes, puisse se trouver aujourd'hui votée un 1er août, dernier projet de loi soumis à notre Parlement, alors qu'il me semble qu'hier... Permettez-moi tout de même de constater qu'hier, pour défendre Emmanuel Macron et M. Benalla, vous étiez bien plus nombreux et dans un état d'ovation assez significatif. Nous sommes le 1er août, vous le savez. Nous sommes le 1er août et il me semble que pour une grande cause du quinquennat, vous auriez pu, Madame la Secrétaire d'État, imposer un débat qui permettent à davantage de députés d'être présents, également aux médias d'être présents, et pour une raison simple, permettez-moi de m'exprimer, souffrez qu'il y ait une opposition dans cet hémicycle, je vous assure, souffrez qu'il y ait une opposition. La parole est à Madame Clémentine Autain. Allez-y, Madame Autain. Voilà. Je tiens quand même à le dire, c'est un 1er août, il n'y a pas aujourd'hui de médias mobilisés et que cette grande cause nationale méritait une grande... S'il vous plaît, laissez terminer Madame Autain. S'il vous plaît, je vous remercie. Voilà. Je pense qu'après le mouvement MeToo et au regard de la cause défendue qui concerne les violences faites aux femmes, nous aurions pu espérer un hémicycle plein à une date qui permettait aussi à la vie médiatique de suivre et aux Français qui ont aujourd'hui l'esprit en vacances de pouvoir être informés de cette loi et du débat qui a lieu sur ce sujet, qui est un sujet que j'estime de très grande importance. Voilà. Ceci posé, je pense sincèrement que si nous en sommes arrivés là, c'est parce que la première lecture n'avait pas été fameuse et que justement cette loi n'est absolument pas, mais absolument pas à la hauteur non seulement des besoins de notre société en la matière, mais également du mouvement qui s'est levé dans notre pays, je veux parler du mouvement MeToo, qui a permis que des femmes posent en nombre des mots sur ce qui est malheureusement d'une très grande banalité. Je veux parler des agressions sexuelles, du harcèlement et du viol. Pendant très longtemps, ces faits ont été enfermés dans un tabou, c'est-à-dire que c'était des sujets dont on ne parlait pas, qu'on considérait être relevés de la sphère privée. Et progressivement, grâce notamment aux mobilisations féministes dans les années 70, on a sorti du silence ces violences. Et l'effet de bascule lié au mouvement MeToo a permis de taper un grand point sur la table. Et quand des artistes d'Hollywood ont dénoncé les viols et les violences sexistes qu'elles subissaient, eh bien, ce sont des milliers, des centaines de milliers à travers le monde, des millions de femmes même, qui se sont senties libérées et qui ont pu, notamment par les réseaux sociaux, mais aussi dans les conversations privées, dans les dîners en famille, pouvoir tout simplement dire, exprimer, et c'était la condition sine qua non, et cela reste la condition sine qua non pour qu'ensuite les plaintes puissent être déposées et que donc la justice puisse pouvoir tout simplement être une réalité. Quelle était à ce moment-là, à partir du moment où il y avait ce mouvement de la société, quelle était la responsabilité des pouvoirs publics? La responsabilité des pouvoirs publics était d'accompagner par des mesures concrètes le mouvement de la société. Or, cette loi, même dans sa deuxième mouture, ne répond aucunement à ce besoin d'accompagnement de la société. Il n'y a pas de moyens sonnants et trébuchants qui sont adossés à ces 4 misérables articles contenus dans cette loi. Il n'y a pas de personnel supplémentaire recruté.
ni de formation précisément chiffrée, notamment pour les agents de service public qui sont confrontés aux victimes quotidiennement, et pas simplement les agents du service public, mais même si la police, former les policiers, former les personnels de justice, former aussi toutes celles et ceux qui, dans le monde de la santé ou dans le monde de l'accompagnement social, peuvent se trouver face à une victime, aurait dû être une priorité de ce gouvernement sonnante et trébuchante. Il n'y a pas non plus dans ce texte de vision globale. S'il y a des viols, s'il y a du harcèlement et s'il y a des agressions sexuelles, c'est parce que nous vivons dans une société où la domination masculine reste prégnante. Et pour pouvoir la combattre, il faut lutter contre les stéréotypes sexistes dès le plus jeune âge. Et cela suppose là aussi des moyens mis dans l'éducation pour permettre à cette formation, à cette éducation aux stéréotypes sexistes d'être une réalité et donc d'empêcher ensuite ces processus de domination et de sexisme. Il n'y a pas non plus d'inversion de charge de la preuve dans le cas des jugements pour viol sur mineurs, alors même que l'on sait qu'à la violence de l'acte subi par les victimes s'ajoute celle de devoir prouver son non-consentement quand le fauteur est présumé avoir agi normalement. Bref, les questions fondamentales dont les violences sexuelles ne sont que le nom ne seront pas traitées dans cette loi, ni totalement, ni même par le commencement d'un changement, parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Je me disais bien que le cadre de l'austérité dans lequel évolue ce gouvernement, qui est un cadre mental et qui est un cadre concret, il n'y aurait pas de solution à la hauteur du mouvement MeToo. C'était l'évidence. Mais je ne pensais pas une seconde, que nous pourrions être à ce point éloignés des exigences qui ont été portées dans la société. Sincèrement, je n'attendais pas grand-chose de votre gouvernement et j'ai réussi à être déçue. J'ai réussi à être déçue parce qu'aucun de ces moyens-là n'ont été mis aujourd'hui dans cette loi. Vous n'avez pas de moyens dans cette loi. Les 4 articles sont purement... Madame Autain, vous pouvez continuer. Ce n'est pas un dialogue. Hein. Allez-y, Madame Autain. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi en première lecture, il y avait une capacité d'écoute. Que s'est-il passé ces jours-ci pour que votre majorité ne souffre pas, que les membres de l'opposition s'expriment sur tous les textes qui sont mis aujourd'hui en discussion dès lors que nous prenons la parole? Comment expliquer cela? Je sais bien que vous êtes retrouvés tous ensemble, extrêmement soudés, extrêmement énergiques, mais souffrez qu'il y ait une opposition dans le pays et souffrez également que, non seulement moi, comme militante féministe depuis longtemps, je sois en colère contre cette loi, et souffrez également que le monde associatif qui travaille sur ces questions ait dit haut et fort, et cela depuis des mois, que cette loi n'était absolument pas à la hauteur des espérances et des nécessités de ce pays. Et qu'en plus, vous ne me laissiez pas m'exprimer dans cet hémicycle est non seulement une atteinte pour toutes celles et ceux qui se battent sur le terrain contre les violences faites aux femmes, mais également un déni de démocratie. Voilà ce que je crois, voilà ce que je pense, et j'aimerais pouvoir terminer mon propos sur cette loi, sans être sans cesse interrompu par vos invectives et votre façon de masquer ce que peut-être vous ne voulez pas entendre sur ce qu'aurait nécessité dans la loi, n'est-ce pas? C'est-à-dire des moyens pour permettre cette lutte. Je vous signale que l'Espagne, en 2004, a réussi à faire une loi cadre qui n'existe toujours pas dans notre pays et qu'il y a quelques jours, en Nouvelle-Zélande, il y a une loi dite révolutionnaire qui a été adoptée pour donner 10 jours de congé pour les femmes victimes de violences conjugales. Je n'ai pas l'impression que nous soyons ici à la pointe sur ce sujet-là. Donc souffrez qu'un autre point de vue puisse se faire entendre et que nous regrettions qu'aucun moyen sonnant et trébuchant ne soit aujourd'hui en débat dans ce projet de loi. En tout cas, moi, allez-y, Madame la députée. Je vous le dis sincèrement, moi, je suis en souffrance. Je suis en souffrance parce que je pense sincèrement que nous aurions pu, dans notre pays, avoir quelque chose de moins médiocre que ce projet de loi. Donc, j'avais porté une motion de renvoi la dernière fois en commission, qui a été rejetée, bien entendu, parce que mais je sais que vous allez également rejeter la motion de rejet de cette loi, mais permettez-moi, là encore, de vous expliquer pour quelles raisons nous allons continuer à la proposer et à vous dire à quel point nous sommes à côté totalement de ce qu'il aurait fallu faire.
Il n'y a rien en amont, je vous l'ai dit, sur l'éducation. Il n'y a rien sur les moyens d'action pour ce qui concerne police-justice. Il n'y a pas non plus de propositions concrètes pour ce qui concerne l'hébergement d'urgence pour des femmes victimes de violences conjugales. Comme je suis élue de Seine-Saint-Denis, je peux vous dire que je reçois à ma permanence très souvent des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Non seulement parfois elles ont des difficultés à déposer plainte dans les commissariats, mais en plus pour trouver un hébergement d'urgence, c'est la croix et la bannière la plus maximale. Donc vous pouvez faire des lois qui disent par exemple que la justice va un petit peu plus loin, mais si vous ne mettez pas les moyens pour accompagner ces femmes concrètement, nous passons à côté des urgences du moment. De la même manière, le financement des associations totalement absent de ce projet de loi, alors qu'il participe de la vivacité du combat contre les inégalités et contre les violences faites aux femmes, là aussi je pense qu'il y a un rendez-vous qui est littéralement manqué. On se souvient de la permanence téléphonique de la VFT qui avait explosé au moment du mouvement MeToo, et il se trouve aujourd'hui que le gouvernement veut l'externaliser et le reprendre, ce qui peut être discuté et discutable, mais en tout cas, je n'estime pas que les moyens pour les associations permettent de faire un pas en avant substantiel pour les accompagner. Bien au contraire, elles sont soumises, elles aussi, à l'austérité qui vous tient, d'une certaine manière, en fil vis-à-vis de vos politiques publiques. Oui, franchement, je trouve que la façon dont les uns et les autres se comportent dans cet hémicycle est particulièrement indigne. Donc, je continue. Cette loi n'a pas évolué substantiellement après la deuxième lecture que nous avons là, c'est-à-dire après la commission mixte paritaire. Parce qu'il n'y a pas de loi cadre toujours, et que, bien sûr, nous avons noté que sur l'article 2, qui avait fait l'objet de débats lors de la première lecture, et qui avait aussi mécontenté sur les bancs de à peu près tout l'hémicycle, mais aussi dans la majorité. Nous vous avions alerté, Madame la secrétaire d'État, à l'époque, parce que nous estimions qu'en effet, il y avait un danger de correctionnalisation du viol. Et finalement, vous avez fini par nous entendre, par entendre aussi la contestation des associations et des juristes, et à modifier d'une certaine manière la proposition de texte que vous avez que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Donc c'est plutôt mieux, mais pour le reste, on se retrouve toujours devant une définition de la contrainte caractérisant le viol sur mineur qui peut être dangereuse dans son application. Parce que la contrainte pourrait résulter de ce que la victime disposait de la maturité sexuelle suffisante. Comment un juge pourrait-il sérieusement juger de la capacité d'un enfant à avoir cette maturité sexuelle suffisante? Quelles considérations subjectives vont entrer en compte pour décider de si un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans était suffisamment mature pour consentir à des relations sexuelles? Votre gouvernement s'était engagé à mettre en œuvre un seuil de présomption de non-consentement. Et j'avais interrogé, vous vous en souvenez, Madame la garde des Sceaux, qui avait répondu favorablement. Et on se demande où est passé cet engagement. Parce qu'au fond, il n'y a pas dans ce texte de loi quelque chose qui permet de marquer un interdit ferme, comme nous l'avions demandé et comme la garde des Sceaux nous avait répondu, je dirais, favorablement. Et donc, d'une certaine manière, on a une présomption de non-consentement qui n'est pas là et qui aurait été la seule réponse valable pour empêcher le questionnement sur le consentement des victimes mineures. Donc la proposition de formulation que vous nous soumettez, à notre sens, ne changera pas fondamentalement les choses. Et je dirais qu'au total, tout ça pour ça, parce qu'il y a 4 articles, c'est très faible. Nous avons un article qui nous convient très bien, qui est celui qui porte de 20 à 30 ans la possibilité de déposer plainte pour des femmes qui ont été victimes quand elles étaient mineures. C'est vrai que c'est une façon de prendre en considération la mémoire traumatique, et je tiens à saluer cette évolution positive dans cette loi, mais en dehors de cette évolution positive, il nous semble que le compte n'y est absolument pas, que vous passez à côté du sujet, à côté du mouvement de la société. Je maintiens, je persiste et je signe. C'est une loi qui me paraît misérable vis-à-vis des enjeux, et je crois sincèrement que nous aurions pu, dans cet hémicycle, avoir une loi
à la hauteur, sinon des besoins, mais en tout cas de la situation et du mouvement MeToo, que c'était possible. Je crois que c'était possible et vous auriez pu le faire. Et je suis sûre, Madame la Secrétaire d'État, que vous le savez, que vous n'avez pas aujourd'hui les moyens de mener la politique à la hauteur de l'ambition féministe qui peut-être vous anime. Et je rappelle ce chiffre, l'Espagne dépense aujourd'hui 0,54 € par habitant pour lutter contre les violences. En France, c'est 0,33 €. L'Espagne dépense donc 60% de plus que nous. Ce n'est pas rien et c'est précisément lié au fait qu'une loi cadre a été adoptée en Espagne, là où la France ne rattrape pas son retard. Je le regrette infiniment et c'est vrai que je suis émue à m'exprimer ici à cette tribune. Permettez-moi au moins de pouvoir exprimer cette émotion. Vous le savez, j'ai été victime de viol, je suis très attachée à ces questions et je suis dépitée et dans un état de très grande tristesse parce que je pense aux femmes victimes et que je me dis que c'est un rendez-vous manqué, que les associations féministes le disent, que nous vous l'avons dit et que vous n'avez pas accepté de revoir votre copie, que nous sommes là un 1er août, que les Françaises qui ont pris part au mouvement MeToo sont peut-être allées à d'autres préoccupations en cette période estivale et je crois que vous êtes vraiment passés à côté de la grande cause de votre quinquennat, prétendez-vous. Merci.